Bienvenue dans cette playlist dédiée à l'accompagnement par la danse unifiée. À l'occasion de la Journée internationale de la danse, plusieurs praticiens et thérapeutes de la méthode unifiée APESRA se sont mobilisés autour du programme Vivre mieux pour offrir des sessions de danse unifiée auprès de publics variés. Personnes à mobilité réduite, personnes avec des déficiences, des personnes en recherche de liens sociaux, souffrant de stress, d'épuisement professionnel, de douleurs chroniques. Écoutez les praticiens et thérapeutes qui œuvrent sur le terrain et qui vous témoignent des bienfaits de la danse. Le programme Vivre mieux propose des actions unifiées et innovantes d'humanité autour de 3 pôles: santé et prévention, thérapeutique, inclusion sociale. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien sous la vidéo. Bonjour Anne-Laure, ravie de t'accueillir pour cette série de vidéos sur les bienfaits de la danse. Oui. Alors, est-ce que on pourrait commencer par une petite présentation? Est-ce que tu pourrais dire quelques mots où les personnes qui ne te connaissent pas encore pourraient peut-être un peu mieux sentir qui tu es? Oui, oui, avec plaisir. Déjà, merci de m'accueillir dans cette interview. Et donc, je me réjouis vraiment déjà de parler du thème aussi, qui est la danse unifiée pour prendre soin de ceux qui prennent soin. Et en fait, ce qui explique aussi beaucoup de mon parcours professionnel. Donc, je suis thérapeute psychocorporelle de la méthode unifiée APESRA. Et je suis donc fondatrice de Corps en éveil. Ensuite, je fais aussi partie du collectif qui s'appelle Vivre mieux. Et c'est donc un collectif qui a pour mission de développer, de mener des actions autour de la prévention et de la santé, d'actions thérapeutiques et aussi de l'inclusion sociale. Voilà. Super. Ouais. Alors, Et puis, écoute, moi, oui. je me suis dit, tu souhaitais partager autre chose? Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est donc dans ce cadre-là, dans le cadre du programme Vivre mieux, que j'ai créé le programme Vivre mieux, soigner mieux, qui s'adresse essentiellement en fait aux soignants. Et en fait, ce que je vous expliquerai en avançant dans l'interview, c'est que c'est un programme à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il vise à prendre soin des soignants, mais aussi des résidents, des aidants, de la famille, pour prendre soin vraiment de tout cet écosystème autour du soin. Oui, alors on va pouvoir voir ça plus en détail. Ici, pour continuer peut-être par rapport oui, un peu mieux comprendre ce qui t'a amené là, et puis surtout l'orientation que tu prends, la manière dont tu l'amènes et qui est vraiment propre à toi et spécifique à toi. Je me souviens qu'on avait déjà fait une première interview ensemble. D'ailleurs, je mettrai certainement le lien là-haut sur la vidéo. Donc, vous pourrez déjà aller découvrir là, parce que là, tu partageais vraiment ton parcours, tout ton chemin. Et ce qui était assez spécifique en ce qui te concerne, c'est comment ton chemin professionnel a commencé. Et il a commencé en tant que sportif de haut niveau. Et ça, quand même, ça colore je dirais la manière dont tu arrives tout de même à stimuler les personnes au niveau de ton travail en relation d'aide. Peut-être tu peux nous parler un peu de ça? Oui, 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 bien sûr, et tu as complètement raison. C'est vrai qu'il y a, je dirais, un fil conducteur dans chaque parcours finalement, mais voilà, je vais parler en ce qui concerne mon propre parcours. Donc effectivement, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que sportive de haut niveau d'un sport de glisse qui s'appelle le kitesurf. Alors à l'époque, c'était pas très connu, mais aujourd'hui, de plus en plus, surtout si on se trouve sur une plage quelque part dans le monde. Et donc, je dirais que ça a été vraiment pour moi l'occasion déjà d'apprendre à trouver un équilibre au niveau corporel et aussi au niveau finalement du mental, parce que les deux vont ensemble et que je suis persuadée que pour atteindre des performances, il y a besoin d'être à la fois bien dans son corps et aussi bien dans sa tête. Pour moi, ça va de pair. Et,
Et après, cela dit, ce dont on parle peu aussi dans le milieu sportif, c'est qu'on parle beaucoup des moments de gloire, de victoire, etc. Mais on parle peu du revers de la médaille, de l'après-victoire, où souvent c'est des grands moments de détresse, des grands moments de remise en question, parce que justement, on n'intéresse plus, on ne fait plus la une, soit des journaux, des médias, des sponsors. Et donc, je dirais que pour moi, à un moment donné, le vent a tourné. J'ai pu vivre ce que j'avais à vivre et vraiment exceller. Par contre, à un moment donné, ce temps-là, c'est terminé. Et effectivement, c'est ça aussi qui m'a permis d'apprendre à me relever. Voilà, à me relever après chaque moment difficile et d'en retirer une force aussi, d'apprendre à rebondir. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, particulièrement aux soignants, qui eux aussi vivent des moments où je dis ils sont au creux de la vague. Ils sont dans des moments où plus rien ne fait sens, où ils ne croient plus en rien, où ils perdent le goût de leur métier passion. Et dans ces moments de grande vulnérabilité, justement, j'ai vraiment cette mission de pouvoir les accompagner pour leur donner un nouveau souffle, les aider à retrouver confiance en eux, à retrouver de l'énergie et aussi à retrouver de la force intérieure. Oui. Et cette confiance et force intérieure, j'imagine bien qu'en tant que sportive, c'est vraiment quelque chose qu'on a dû apprendre ou que l'on a déjà en soi. Et donc, il y a cette notion du corps aussi, parce qu'en tant que sportif, forcément, le corps, comme tu disais, le corps, le mental. Et donc, aujourd'hui, tu apportes cette notion du corps, de la confiance, de cette force intérieure à l'épuiser dans cette énergie vitale, dans ces accompagnements pour les soignants. Alors, pourquoi une approche corporelle? On pourrait avoir l'impression que peut-être que lorsqu'on est soignant, on est forcément déjà très en contact avec le corps. Oui. Oui et non. Oui et non. En fait, ce que je constate, c'est sur base de mes observations des personnes que j'accompagne. En fait, tout d'abord, ces personnes-là, au départ, quand elles commencent à demander de l'aide, ce qui est déjà un pas difficile, mais disons que quand elles comprennent que une aide extérieure est nécessaire, elles vont parfois se tourner, commencer vers des approches peut-être, je dirais, moins tournées vers le corps, justement, ou peut-être plus orientées vers la parole. Oui. Mais au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'il leur manque cette connexion avec leur propre corps, qu'on puisse les comprendre à partir de leur propre ressenti au niveau corporel. Et justement, c'est à ce moment-là où elles se tournent, où elles cherchent une approche corporelle, psychocorporelle, où justement on va pouvoir les comprendre dans tous ces endroits où elles ne se sont pas écoutées. Parce que j'imagine que dans les hôpitaux, les endroits de santé, on propose déjà pas mal de choses pour le personnel soignant, de style massage, massage assis, shiatsu. Et toi, tu débarques là quelque part avec de la danse. Pourquoi la danse? Oui, oui, oui. Pourquoi la danse? Alors je dirais qu'il y a déjà une chose. Pour avoir moi-même pratiqué beaucoup le massage, donc j'ai été aussi massothérapeute pendant 10 ans. En fait, les personnes, elles viennent, elles s'allongent et elles reçoivent. Donc ça leur fait du bien, ça va soulager les tensions, on prend soin d'elles, mais elles ne sont pas forcément dans un processus où elles reprennent vraiment leur vie en main. De l'autonomie, en fait. Complètement. Il y a quelque chose de ça, d'accord. Tout à fait. Et donc, à travers la danse, déjà, ça amène une variété de possibilités par rapport à ce qu'on va pouvoir mobiliser comme ressources, c'est-à-dire aussi bien de l'énergie vitale, aussi bien la confiance en soi, l'estime de soi, aussi bien, et ça on va en parler plus en détail par la suite, c'est aussi tout l'aspect relationnel. Voilà. Oui, absolument, oui. Ouais. Et donc finalement, avec la danse, non seulement elles reprennent leur vie en main, elles sont
comme tu disais, sur ce chemin d'autonomie, où elles se responsabilisent aussi. Et puis surtout, elles éprouvent leur corps de différentes façons, parce que dans la danse unifiée, on va avoir aussi bien des danses pour soi, des moments de relaxation, des moments aussi, par exemple, d'auto-caressement, où elles vont pouvoir aussi éprouver ce que j'appelle le toucher relationnel. Et toute cette variété d'outils, finalement, va leur permettre de se rencontrer, elles, au niveau corporel. D'accord. Donc, ok, je comprends très bien du corporel, et c'est comme une évidence, hein, il faut vraiment ça, ce contact avec le corps, d'autant plus que leur métier les met en contact avec le corps. La danse, ok, je vois ce côté autonomie et probablement aussi ce côté et relationnel et connaissance de soi. Peut-être ces deux aspects qu'on pourrait aborder. Oui. Le relationnel, bah forcément, cette relation soignant-soigné, ils sont au cœur de cela. Et puis le côté connaissance de soi, qui est probablement aussi indispensable lorsqu'on fait, enfin en tout cas, je dis indispensable parce que moi je fais un peu le lien avec la formation à PESRA, où c'est vraiment la connaissance de soi qui va faire en sorte que ce que l'on va apporter à l'autre, c'est pas de la théorie ou une connaissance. Oui, c'est une connaissance expérientielle parce qu'on se connaît soi. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, quoi. Exactement, et c'est vraiment ce que je leur dis tout le temps, en fait. Et, Ouais. et d'ailleurs, souvent, ces personnes-là, quand elles viennent me voir, en fait, elles ont tout compris avec leur tête. Elles se sont beaucoup analysées, elles ont fait justement beaucoup de travail où elles ont fait marcher leur intellect, elles ont compris leur histoire, mais par contre, elles Oui, ne l'ont pas ressentie. Et c'est donc, effectivement, la connaissance de soi, c'est ce que je leur dis tout le temps, c'est vraiment la base. oui. Et, et alors, ce que j'oubliais de dire aussi, une chose, c'est que en fait, elles sont en contact avec leur corps parce que leur corps est très impliqué dans leur travail. Mais par contre, du fait de ce métier qui est très éprouvant, qui est très intense, où il y a beaucoup de stress, où c'est des journées marathons, ça s'arrête jamais du matin jusqu'au soir. Donc voilà, elles sont en mode apnée, la respiration est courte, elles piétinent toute la journée, elles mangent des fois pas ou sur le pouce avec beaucoup de sucre. Donc, elles vont aussi chercher dans le sucre quelque chose pour les booster, mais en fait, bon, c'est un leurre. Et donc, finalement, tout ce contexte-là va faire qu'elles se coupent de leur corps au bout d'un moment. Et donc, tout le travail corporel va consister aussi à venir s'éprouver soi dans son corps, dans ses sensations, et donc de se connaître pour aussi écouter leurs propres signaux. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est que le corps envoie des signaux, des mal de tête, mal de dos, les jambes lourdes, des troubles au niveau gynéco, des troubles digestifs, etc. Mais en fait, ils sont toujours, elles les minimisent. Alors, je parle au féminin parce qu'il y a un grand pourcentage de femmes, hein, finalement, qui sont dans ce milieu-là. Mais j'inclus aussi les hommes. Hein, voilà, si jamais je donne la priorité aux femmes quand je dis elles, mais j'inclus aussi les hommes. Et en fait, elles minimisent ces symptômes-là, ces signaux que leur envoie leur corps. Et donc, ce qui fait qu'elles glissent facilement vers des états de burn-out, style burn-out ou dépression. Oui, Voilà. oui, oui. Oui, 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 oui. C'est le métier, le contexte de travail génère ça. Mais alors, du coup, dans un tel contexte de stress je dirais, en tout cas, des conditions de travail peut-être qui favorisent encore plus cela, comment ça se passe au niveau relationnel? Parce que, enfin, moi, j'ai en tout cas toujours un peu cette image que pour se lancer dans ce genre de profession, c'est un peu comme si on a en soi un appel. J'ai l'impression que c'est le genre de travail que l'on fait parce on porte ça en soi. Et si on porte ça en soi, bah, comme dans beaucoup de cas, il y a tout le côté qualité que l'on porte, de s'intéresser à l'autre, l'empathie, mais il peut aussi y avoir, j'imagine, des revers à la médaille. Est-ce que, au niveau relationnel, tu peux un peu nous expliquer, parce que j'imagine Oui. qu'il doit y avoir un travail assez profond à faire tout de même.
Tout à fait. Donc, en effet, donc pour reprendre un petit peu, effectivement, elle cherche cette approche corporelle et en plus une approche aussi où justement on va parler de tout ce qui se joue au niveau relationnel. C'est Parce ça. qu'en fait, ces personnes-là, elles sont dans la bulle personnelle de l'autre. Toute la journée, elles sont dans cette bulle-là et qu'elles le veuillent ou non. Parce Dans la que, bulle intime, en fait, dans la bulle intime, parce qu'il tout à fait. y a la distance sociale, mais c'est vraiment la bulle intime. Exactement. Souvent, quand je leur parle de cette bulle-là, effectivement, je parle de la sphère C'est intime. ça. Et on va voir que cette intimité, elle prend aussi différents aspects. Et en fait, parfois, c'est elles qui me disent, hein, dans les formations, on leur dit ah, protégez-vous, Oui. mettez la distance. Mais en fait, on est des humains, c'est pas aussi simple. C'est pas, je veux dire, même si on le décide avec sa tête, c'est pas ça qui va faire qu'on n'est pas affecté et que le soir, quand on repart chez soi, on n'a pas été impacté parce que on a vu une personne qui était souffrante, qui a pu faire écho à une histoire personnelle. Et donc, on repart, ces femmes-là repartent chez elles avec un sac à dos plein de tensions, d'émotions. Et souvent, ça, ce n'est pas accompagné. Ces femmes-là ne sont pas accompagnées. Souvent, je me dis, mais comment elles font déjà pour tenir aussi si longtemps? Parce que c'est du non-stop, c'est toute la journée face aux angoisses des patients, à leur stress, à leur douleur. Et puis, voilà, c'est pas parce qu'on décide de mettre une distance qu'on va rien ressentir. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais surtout qu'en plus, la qualité de ce travail, c'est justement la qualité humaine du soignant. Donc, c'est parfois un peu antinomique de et protège-toi et prends une distance et en même temps, avoir envie de bien faire son travail et qui est que naturellement, il y a quelque chose de très humain. Enfin, en tout cas, moi, de ce que je peux avoir comme souvenir, si je vais dans un hôpital, si je vais voir un médecin, ce qui me marque, la raison pour laquelle je retourne, c'est justement quand je me retrouve non pas devant un professionnel qui expert avec des choses très administratives, mais c'est la qualité humaine de ce professionnel qui fait que j'y retourne. Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est ça finalement qui crée beaucoup de souffrance chez ces personnes-là parce que, alors, souvent, elles sont quand même sur un mode, on va dire, sauveuse, hein, c'est-à-dire qu'elles veulent, et c'est sans jugement. Voilà, je veux dire, c'est sans jugement. Dans ces métiers-là, ça fait partie de soi. Hein, donc, Oui, 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 oui. Dans la relation d'aide en général, hein, donc nous devons voilà, rester c'est ça. bien Et moi, ça. comme je dis, je suis experte en sauvetage, donc je peux en parler parce que je connais bien ce syndrome de la sauveuse. Et donc c'est ce désir de vouloir soulager l'autre à tout prix, Oui, de prendre cette responsabilité-là, finalement, que sa souffrance, c'est ma souffrance et que si je n'arrive pas à le soulager ou si je ne fais pas bien mon travail, alors je repars avec beaucoup de culpabilité, de jugement sur moi. J'ai mal fait mon travail, je ne suis pas une bonne infirmière, oui, je sais pas prendre soin de l'autre, ou j'ai failli, j'ai échoué en fait dans ma mission. Et donc ça, c'est vraiment très douloureux. Et ouais. cela est accentué par des conditions de travail extrêmement éprouvantes, où justement, il y a de moins en moins de temps pour vraiment avoir cette qualité relationnelle dans le contexte du soin. Et ce qui fait que progressivement, elle bascule sur un mode un peu automate, où bam, 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 voilà, elles arrivent, elles posent le repas, elles font la piqûre, elles vérifient la tension, nanana, et puis elles repartent et elles enchaînent. Et ça leur crée beaucoup de stress, et ce qui fait que finalement, elles perdent aussi ce qui faisait sens au début. Hein, tu disais au début, voilà, il y a un appel, effectivement, il y a un appel quand on travaille un peu sur l'histoire personnelle de ces personnes. Alors bien souvent, il y avait déjà quelqu'un qui n'était pas bien quand elles étaient petites.
Il y avait peut-être un parent malade, un frère malade, quelqu'un dans la famille qui était en souffrance. Et chez ces personnes-là, ben, voilà, déjà tout petit, il y avait ce désir de vouloir sauver l'autre, sauver papa, sauver maman. Et souvent, voilà, on va faire des liens entre l'histoire personnelle et le choix de ce métier. Oui, tout à fait, tout à fait. Mm. Et donc, un métier très prenant qui, je dirais peut-être qui a comme qualité de base cette vocation, cette humanité, cette capacité d'empathie, et le fait lorsqu'on travaille avec les personnes, ben, on n'est pas dans une distance publique ou une distance sociale, mais dans cette sphère intime. Et là, tu as des outils plus spécifiquement qui permettent de travailler ça avec la danse. Comment tu fais en fait? Oui. Comment les outils que tu utilises, comment avec cette danse unifiée, effectivement, il y a moyen de prendre soin de ces personnes qui elles-mêmes prennent soin et qui donc sont dans cette sphère intime qui demande sécurité, énormément de sécurité. Sécurité pour la personne qui les accompagne, mais aussi sécurité pour elles. Oui, oui, oui. Alors, tout d'abord, je dirais que ce travail-là ne se fait pas dans le cadre de la relation d'aide. Tout d'abord, c'est important que ces personnes-là, elles aient un espace, bien sûr, où elles se sentent sécures, où elles se sentent en confiance, et donc en dehors de la relation d'aide. C'est-à-dire que justement, elles ne sont plus là avec l'étiquette d'aide-soignante, de médecin, d'infirmière, qui doit prendre soin de l'autre, mais elles sont vraiment là pour elles, pour mieux se connaître et pour pouvoir s'éprouver elles-mêmes au niveau de leurs sensations, de leurs émotions, de leurs mouvements, de toutes les dynamiques relationnelles aussi qu'il va y avoir dans ces espaces-là. Donc, il peut y avoir aussi bien un espace d'accompagnement en individuel qu'en groupe, ou ensuite, ça j'en parlerai un petit peu après, dans les établissements de santé. Mais je dirais que l'espace que je leur propose, c'est un espace où elles vont pouvoir éprouver leur sphère intime avec ces différentes facettes que peut avoir la sphère intime. C'est-à-dire, il y a aussi bien la sphère affective, la sphère sensorielle et la sphère sexuelle. Donc, au niveau de la sphère affective, elles vont justement pouvoir éprouver toute cette dimension relationnelle, c'est-à-dire à travers, par exemple, des regards, à travers des mouvements, à travers des moments aussi où elles vont être avec elles-mêmes, où elles vont s'apporter elles-mêmes de la tendresse, de l'affection. Et tout ça, ça va vraiment leur apporter une nourriture intérieure où déjà elles se connaissent elles-mêmes sur cet aspect-là. Et donc ensuite, il va y avoir toute la sphère intime, on va dire sensorielle. C'est tout ce qui va mobiliser leur sens. Donc, leur sens au niveau de la vue, de la voix. Donc, oui, on parlait de tout ce qui est des regards, du toucher, mais aussi tous les ressentis internes. Oui. Et donc, donc, voilà. Et là, encore une fois, c'est tout d'abord pour mieux se connaître soi. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, on va effectivement parler de tout ce qui concerne la sphère intime sexuelle, parce que c'est un sujet extrêmement. Juste une chose, c'est se connaître soi et en même temps, avec tout ce que tu as pu nommer comme exemple de propositions psychocorporelles, c'est aussi toutes des propositions qui vont vraiment permettre, tu parlais de ce stress, d'en faire tellement qu'on arrive au burn-out, c'est aussi toutes des propositions qui vont permettre de se régénérer, de Oui, tout à recréer de la vie, de se reconnecter à la source de vitalité en soi. fait. Il y a peut-être encore plus que connaissance de soi, il y a vraiment, mais je me régénère et je dois me régénérer dans mon physique, vraiment, quoi. Oui. C'est vraiment indispensable, ça. Et, Oui, 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 oui. Et je dirais c'est la base au début de l'accompagnement. C'est vraiment, oui, venir, ce que je dis, recharger les batteries, en fait. ouais, Parce c'est qu'elles ça. ont tellement puisé dans leurs réserves Ouais. que bah, elles sont à plat. C'est des batteries qui sont à plat, donc petit à petit. Et c'est là aussi, la danse permet de se remettre en mouvement. Mm. C'est-à-dire quand on est arrivé dans un état où
le mental tourne en boucle, le corps, il est dans un état un peu d'inertie. Justement, avec écologie, voilà, avec écologie, on va pouvoir petit à petit remettre en circulation toute Oui, l'énergie vitale et aussi leur permettre de s'autoréguler. Voilà, c'est oui. dans un processus d'autorégulation, notamment au niveau émotionnel, d'apprendre petit à petit à apprivoiser ses émotions, à les laisser s'écouler. Donc, Et cet aspect émotionnel, du coup, j'imagine qu'il va assez bien impacter tout le travail que tu vas faire au niveau relationnel aussi. Donc, il y a l'aspect, je dirais, plus sensoriel mm, et régénérer, énergie vitale, etc. Et puis de ça, tu nous parlais tout à l'heure de la partie relationnelle. Là oui, où elles vont peut-être un peu plus rencontrer dans les propositions cet aspect peut-être sauveur, ce oui, côté mm, relation à son corps, relation à l'autre, la oui, victime, oui. oui, oui, oui. Alors, voilà, par exemple, on a une proposition de danse Oui, qui est le donner-recevoir, par exemple. oui. Donc, c'est une proposition où on est à deux, Mhm. avec un mouvement des bras. Voilà, je ne sais pas si on voit trop à l'écran, mais voilà, il y a une main qui donne et une main qui prend. Alors voilà, la main qui donne et puis hop, et puis une main qui prend, qui ramène à soi. Donc la main qui se tend, c'est la main qui donne, et la main qui est ramenée vers soi, c'est le recevoir. Et en fait, dans ce donner-recevoir, justement, déjà, quand je parlais d'autorégulation, c'est pas tout le temps moi qui donne, mais aussi j'accepte de recevoir. Et en fait, ce flux entre les deux personnes permet, et cet espace euh, permet justement d'apprivoiser, par exemple, là, la sphère affective, hein, parce qu'on est sur un mouvement des bras, un mouvement du thorax. Donc, c'est là où il y a toute la région du cœur, des affects. Et donc, justement, à travers, par exemple, cette danse, on va pouvoir éprouver des moments de rapprochement, des moments où on va plutôt s'éloigner et sentir soi-même, tiens, est-ce que là, je suis trop proche de l'autre? Ou là, tiens, ça me fait du bien, ah oui, de m'éloigner un petit peu et puis de sentir la dynamique en fait. Voilà, sentir que la relation elle est élastique et que par moment, je vais avoir besoin d'être un petit peu plus proche. Si c'est aussi dans la rencontre avec l'autre, hein, et puis par moment, on va avoir besoin au contraire de ah tiens, prendre un petit peu de distance. Voilà, peut-être pour se permettre de revenir à soi. Donc effectivement, il y a une foule de propositions D'accord. qui à chaque fois vont travailler des je vais dire objectifs, mais en fait, c'est des ressources qui vont venir mobiliser des ressources chez la personne bien particulières. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, dans les espaces d'accompagnement que tu proposes, donc il y a ces séances individuelles Mhm. et des ateliers de groupe alors, c'est ça? J'ai bien compris? Oui, 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 tout à fait. Donc soit la personne, en général, les personnes, elles le savent assez rapidement si elles sont plutôt appelées vers un accompagnement en individuel ou un Oui, accompagnement en groupe. Il y a des oui, personnes, quand elles sont trop fatiguées, le groupe, c'est pas possible. Elles ont déjà besoin peut-être de déposer des choses ouais. qui ont été compliquées, une situation au travail, par exemple, un conflit avec une collègue ou la pression de la hiérarchie. Donc en individuel, tu accompagnes spécifiquement avec la parole ou aussi avec le toucher relationnel guérisseur et d'autres outils corporels, le massage ou Alors, je vais inclure tous les outils en fait de la méthode unifiée APESRA, mmh. c'est-à-dire que et même si c'est de l'écoute active, c'est-à-dire même si la personne est en train de s'exprimer par la parole et que je suis dans une posture d'écoute active, je vais même lui proposer par moment de revenir à sa respiration. C'est ça, Je vais lui proposer peut-être un mouvement. ouais. Je vais voilà, peut-être lui proposer aussi de venir elle-même au contact de son corps. Mmh. Donc, je dirais que dans une même séance, il peut y avoir à la fois de l'écoute active, du toucher relationnel, des moments de respiration, des mouvements en conscience. Par exemple, tout à l'heure, dans une séance avec une personne, on a travaillé sur l'écharpe relationnelle de Jacques Salomé. Voilà. Oui, tout à fait, la communication relationnelle, oui.
Voilà, donc pour mettre en scène ce qui se jouait dans sa relation. Là, c'était en l'occurrence une relation de couple, mais ce qui se jouait dans sa relation de couple. Donc, je dirais qu'après, oui, il y a une variété d'outils qui sont quand même, je dirais principalement qui vont ramener à soi déjà et à son corps. Enfin, il y a toujours le corps qui fait partie de l'accompagnement. Et donc, aussi bien en individuel qu'en groupe. Et en groupe, bien, enfin, on va être moins sur l'histoire personnelle de la personne. Voilà. Ça. Je dirais qu'une personne qui veut vraiment faire un travail plus approfondi, je l'orienterai plus dans un premier temps vers un travail en accompagnement en individuel, voilà, peut-être mettre en lumière qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance, dans quel contexte elle est née, dans quel contexte elle a grandi. Et puis, parfois, il y a des personnes qui combinent les deux, qui font à la fois un accompagnement en individuel et aussi en groupe, parce qu'en groupe, on va avoir aussi le soutien. On va avoir toute la dimension relationnelle avec d'autres personnes. Donc, on va être dans une vraie dynamique de groupe. On va pouvoir justement éprouver différents types de relations. Et puis, il y a tout le soutien qui est amené, toute la force du groupe qui est amenée par chaque personne, avec les résonances aussi que chaque histoire peut faire. Oui. Et là, quand tu parles de groupe, tu veux dire un groupe de soignants ou bien est-ce que tu as aussi d'autres groupes dans lesquels il y a des soignants? Parce que j'imagine que la dynamique n'est pas la même non plus. Oui, 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 tout à fait. Alors, il y a un espace qui est pour les soignants, 2 fois par mois, les mardis soirs, donc ça se passe en ligne, de 20h à 21h30. Et donc là, justement, c'est l'occasion de parler vraiment de choses qui sont propres à ces métiers-là. Il y a parfois aussi des espaces en ligne qui sont ouverts à tous. Voilà, il peut y avoir des ateliers en ligne qui sont ouverts à tous. Et puis ensuite, quand j'interviens dans les établissements de santé, comme je le disais au début, en fait, il y a vraiment aussi cette approche d'un écosystème. C'est-à-dire que je vais pouvoir intervenir avec un atelier, par exemple, pour les résidents, mais je vais essayer d'inviter des personnes, soit qui font partie de la famille, soit une aide-soignante qui est disponible à ce moment-là, soit une personne de la direction, soit une chargée de communication. Donc voilà, j'essaye vraiment, même si c'est un atelier qui est adapté pour les résidents, mais aussi inclusif. Ça veut dire que toute personne qui est là peut vivre cet atelier déjà pour soi. Et aussi, l'avantage dans ces moments-là, c'est qu'on essaye de sortir des casquettes. Lui, c'est un résident, elle, c'est une soignante, elle fait partie de la direction. Non, 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 on est tous au même niveau, on est tous des humains. Et voilà, on est tous là pour passer un bon moment ensemble et voilà, être soi-même. Donc, il peut y avoir donc ces ateliers-là pour les résidents. Et ensuite, par exemple, des ateliers juste pour des soignants où, voilà, là, on est vraiment plus focalisé sur leurs besoins, leurs problématiques. Voilà. Et puis, un espace d'accompagnement individuel, un espace d'accompagnement en groupe, soit groupe de soignants, soit séparés, et puis dans les établissements, ce programme donc Vivre mieux, soigner mieux à 360 degrés, où ce n'est pas que les soignants, mais aussi les soignants avec les résidents. Je suppose que ça dépend des endroits. Peut-être qu'il y a des endroits où on les appelle des résidents, d'autres endroits autrement, les équipes. Donc c'est ça toute la panoplie, si j'ai bien compris, de l'offre. Oui, en fait, quand j'interviens avec le programme Vivre mieux, soigner mieux, en fait, au départ, on évalue les besoins. Quels sont les besoins? Et en fait, les personnes qui sont porteuses du programme aussi en interne, c'est-à-dire qui sont proactives dans le prendre soin dans leur entreprise, dans leur établissement, on évalue les besoins et on va, c'est un peu un menu à la carte.
C'est-à-dire, par exemple, il y aura un atelier par mois, par exemple, pour les résidents, et puis un atelier chaque semaine pour les soignants. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un programme sur mesure qui soit personnalisé, basé sur les besoins de l'établissement, des équipes, des résidents. Et à partir de là, on va dire qu'on construit une offre ensemble pour répondre au mieux aux besoins et mettre en route, comme le montre ce schéma, mettre en route vraiment une dynamique vertueuse, c'est-à-dire redynamiser, rebooster les équipes pour que tout le monde soit gagnant. Et en fait, je dirais que souvent, c'est des établissements où on porte les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on souhaite mettre vraiment l'humain au centre, que prendre soin de l'humain, prendre soin de la vie est vraiment au centre de l'établissement. Et si ces personnes-là ont justement cette motivation-là, alors on peut faire un travail extraordinaire parce qu'on se rend vite compte que quand un personnel est épanoui, des soignants qui sont en santé, tout de suite les équipes vont beaucoup mieux, il y a moins de conflits, il y a plus d'engagement, plus de motivation. Les résidents, ils le sentent tout de suite, que ce soit des résidents, on parle effectivement des fois d'usagers ou de patients, ils le ressentent tout de suite. Voilà, il y a plus de disponibilité, il y a plus d'empathie, il y a plus d'écoute. Et puis ensuite, pour l'établissement, c'est un établissement où je dirais ça se fait vite parce qu'il y a une réputation qui se fait. On sait que dans cet établissement, on prend soin des résidents, des soignants, de la famille, des aidants, de la direction aussi, ou des personnes qui travaillent dans l'administration. Donc voilà, c'est vraiment mettre en place un cycle vertueux où chacun va être gagnant. C'est super intéressant, ton programme, il est vraiment très complet. Oui, le schéma en dit long. C'est vraiment, oui, c'est vraiment super, super, super. Et donc, bon, toute cette action, en fait, donc, Vivre mieux, tu as bien expliqué, c'est donc un programme au sein de la formation à PESRA, avec 3 pôles différents. Et il y a aussi un pôle thérapeutique et un pôle prévention et santé et inclusion sociale. Donc, dans le cadre de la Journée internationale de la danse, on s'est dit que justement, avec le programme Vivre mieux, on allait contacter différents établissements, proposer des séances offertes aussi pour faire découvrir les bienfaits de la danse. Aujourd'hui, il y a quand même de nombreuses études qui prouvent les bienfaits de la danse au niveau de la santé, du vieillissement, l'énergie, la restauration de l'énergie vitale, la restauration des traumas, le travail sur Alzheimer, sur Parkinson. Enfin, il y a vraiment beaucoup de domaines où la danse aujourd'hui est vraiment mise en avant au niveau de la santé. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit point des actions que toi tu proposes à l'occasion de la Journée internationale de la danse ? Oui. Donc en fait, je propose 4 actions. Il y en a une qui est en ligne, qui est donc le 29 avril, mardi 29 avril, que je co-anime avec une thérapeute aussi de la méthode unifiée à PESRA, Catherine Toussaint. Ce qu'on peut faire, je mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien d'inscription pour que, si les personnes, c'est une occasion rêvée de pouvoir tester ça de chez vous, à la maison, tranquillos. Ouais, super, je mettrai le lien dans le descriptif. Et donc, c'est accessible à toute personne. Voilà, là, tout à l'heure, je parlais vraiment des accompagnements pour les soignants, mais là, c'est vraiment pour toute personne. Ensuite, j'ai un atelier que je vais proposer dans une résidence. C'est la résidence autonome sans souci, qui est à Cluse. Donc dans le 74 en Haute-Savoie. Donc ça sera un atelier pour les résidents, mais comme je le disais aussi, il y a toujours des personnes, là aussi il y aura des personnes de l'extérieur qui vont venir d'un plan social anti-isolement avec des bénévoles, des accompagnants, il y aura la directrice adjointe de l'établissement.
Donc, Ensuite, il y une pratique inclusive, là. Là, tu a vas une faire pratique une inclusive. activité inclusive. Oui, super. Totalement, ouais. Ouais. Ensuite, un atelier dans un EHPAD. Enfin, il y aura en fait 2 ateliers dans un EHPAD qui s'appelle les Cyclamènes, donc de la fondation Alia, pour ceux qui connaissent, qui sont dans la Haute-Savoie. Et donc là, il y aura un atelier pour les résidents, mais toujours pareil, avec des bénévoles, avec des personnes de l'équipe encadrante, avec l'animatrice de l'EHPAD, et puis un atelier pour les soignants. Voilà. Super, super. Et puis, alors là, l'événement est déjà passé, mais tu as également offert un atelier pour des personnes atteintes du cancer. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors ça, je dirais que là où je me suis spécialisée, c'est dans l'accompagnement des personnes qui prennent soin. Donc, c'est soignant, mais ça peut être aussi aidant. Donc là, dernièrement aussi, j'ai donné un atelier pour les aidants. Et aussi, je suis intervenue effectivement dans une association qui accompagne des femmes qui sont en phase de rémission du cancer du sein. C'est ça. Voilà, tout à fait. Donc ensuite, voilà, des fois, on me propose d'intervenir dans certains établissements et j'y vais aussi avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Je dirais que je ne suis pas cantonnée juste à l'accompagnement des soignants. Enfin, j'aime bien aussi m'investir dans d'autres types d'accompagnement, bien sûr, ouais. D'accord, super. Mais écoute, je crois que de toute façon, on retrouve voilà, toutes tes coordonnées ici sur le site web. Elles seront évidemment dans le descriptif de la vidéo également. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais, voilà, la petite note finale, est-ce qu'il y a une petite chose qu'on aurait peut-être oubliée, que tu aimerais peut-être mettre en lumière ou voilà, un autre point que tu souhaiterais partager avant que l'on puisse clore cette interview? Ou est-ce OK comme ça pour toi? Oui, j'aurais bien envie de dire un dernier petit mot, vraiment je sais combien c'est difficile en fait, pour les personnes qui sont dans la relation d'aide, Ouais. de se faire soi-même aider. On dit de passer de l'autre côté parce que tout d'un coup, le soignant devient celui qui est soigné. Et je sais que c'est un pas qui est extrêmement difficile à faire parfois, Ouais. mais le prix à payer est trop cher pour ne pas faire ce pas-là, en fait. Donc, je trouve dramatique parfois d'arriver dans des états d'épuisement tellement intenses ou de dépression. Donc, voilà, moi, j'invite vraiment les personnes à ne pas minimiser ce qu'elles vivent, à vraiment prendre soin d'elles. Hein. C'est vraiment ça le titre de l'interview d'aujourd'hui, c'est vraiment prendre soin d'elles pour s'autoriser, se permettre, se donner le droit d'être elles-mêmes soutenues, écoutées, entendues, accompagnées, voilà, qu'elles ont le droit aussi de ne pas aller bien et qu'on s'occupe d'elles. Ouais. Donc, voilà. Et que cela ne va pas se faire tout seul sur le lieu de travail. Enfin, dans le contexte de la relation d'aide, c'est vraiment, il faut sortir de cet espace de la relation d'aide pour venir se rencontrer soi-même. Oui, c'est tellement parlant. Puis moi, je me souviens de ces moments où, pendant la période Covid, je sortais sur mon balcon parce que j'habite aussi face à, voilà, vraiment tout proche d'un établissement. Puis on était là pour les soutenir, etc. Mais puis finalement, on n'est plus sur les balcons, mais eux, ils ont toujours autant de charges et autant de responsabilités. Et je ne crois pas que les choses se soient tellement améliorées, quoi. Donc, non, au contraire, ça s'est extrêmement dégradé en fait. Ouais, c'est très dégradé depuis cette époque-là. Donc, ouais. Non, il y a urgence en fait. Hein. Voilà, il y a urgence. Il faut dire ce qui est. Il y a urgence et puis elles ont besoin de soutien. Ouais. Eh bien, écoute, j'espère que tout ce que nous aurons partagé là, eh bien, va effectivement contribuer à ce soutien. En tout cas, c'est notre manière de soutenir, de comprendre ce qui se passe et de pouvoir proposer quelque chose. Et donc, merci vraiment pour ce programme que tu as mis en place. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, bien entendu, vous n'hésitez pas, soit en commentaire de la vidéo, et Anne-Laure vous répondra, soit à partir de son site web ou des informations de ces coordonnées que vous retrouverez aussi dans le descriptif de la vidéo et vous pouvez la contacter donc là directement. C'est OK pour toi alors, Anne-Laure ?
Oui, 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 merci beaucoup Marie et puis, merci, voilà, à vous qui nous avez suivis, tout au long de l'interview. Puis je me réjouis aussi de pouvoir, peut-être mieux vous renseigner. Merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine interview, hein. Il y a plusieurs interviews à l'occasion de la Journée internationale de la danse. Donc, ne manquez pas les suivantes. Un tout grand merci et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si la vidéo, si le sujet était intéressant pour vous et puis de la partager. Peut-être si vous connaissez des soignants, si vous connaissez voilà, des personnes dans le domaine de la relation d'aide et que cela pourrait aider. Un grand merci pour le partage. Au revoir alors. Au revoir.